Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, j'étais à Grigny, chez Philippe Rio, à la Grande Borne, quartier s'il en est. Philippe Rio qui a participé, et vous étiez justement précisément là pour ça, avec Jean-Louis Borloo, avec qui vous avez souvent travaillé. Philippe Rio qui avait coécrit ce plan banlieue que Jean-Louis Borloo avait proposé, avait même sur la demande d'Emmanuel Macron réalisé. Plan banlieue qui a quand même été jeté aux oubliettes. Hein. Alors, on va revenir sur Jean-Louis Borloo dans une seconde avec toute l'affection. Il y a quand même beaucoup à dire. Toute l'affection qui est la mienne pour Jean-Louis Borloo et toute sa connaissance du terrain. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelque part, quand Jean-Louis Borloo a mis en place l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ça paraît la préhistoire, c'était il y a 20 ans, c'était la loi de 2003, il y aura 20 ans, le 1er août pour être précise. Immédiatement après, qu'est-ce qui arrive? Le plan de cohésion sociale. J'étais à l'époque son ministre délégué. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi le plan de cohésion sociale? Parce qu'on voit bien les piliers. Il y a d'un côté, effectivement, l'urbain qui est travaillé sur ces quartiers dans lesquels vivent 5 millions d'habitants. Et rappelons-nous à l'époque dans quel état étaient tous ces immeubles. Et de l'autre côté, l'aspect humain, les internats d'excellence, les programmes de réussite éducative. Parce que bien évidemment, on fait tout ça pour les familles à l'intérieur des quartiers. Et quelle réponse apportons-nous de façon à aider effectivement la réussite et l'accompagnement dans ces quartiers. Et pourquoi je parlais de Philippe Rio et de Grigny, et j'y reviens un instant. La semaine dernière à la Grande Borne, nous regardions les travaux qui ont été faits et surtout on était avec des associations et des parents. En quoi les parents se sont-ils mobilisés? Ils se sont mobilisés pour qu'il y ait une ligne de transport, la 402, qui permet de traverser le quartier. Parce que l'une des difficultés de ce quartier, c'était qu'il n'était pas desservi par les transports publics. La mobilisation des parents a permis qu'il y ait 1 des transports publics, 2 des transports sécurisés et 3 que le quartier soit désenclavé. Mais alors, Catherine Vautrin, quand on vous écoute, quand on écoute tous ces maires, hier matin à ce même micro, c'était le maire de La Île-et-Rose qui disait à la fois sa détresse évidemment face à la violence qui s'est abattue, qu'apporter sa solidarité à lui-même et sa famille, y compris donc sur son domicile, jusqu'à son domicile, mais qui pour autant lui-même il a grandi dans ces quartiers. Il disait je suis un des enfants des HLM de la ville, et il disait il y a quand même quelque chose qui a changé aujourd'hui, ça nous échappe. Et je reviens donc sur cette question de l'autorité. Il racontait notamment que dans un des collèges de sa ville, il y a un jeune qui a frappé une professeure. Ce jeune est exclu pendant une semaine, mais le père vient et crache sur la directrice. Et il dit en fait on est dans une situation où en même temps on me dit pas de vague. Est-ce que cette question de l'autorité, on n'y revient pas aussi là? C'est-à-dire, bien sûr que oui, mais bien sûr dans que oui. Le fait qu'on ait dit pas de vague, on ne sait pas trop comment faire, on ne laisse plus les enfants redoubler parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'ils avancent. Mais il dit cette expression, le maire de La Île-et-Rose, il dit il traverse l'école plutôt qu'il n'acquiert vraiment des compétences. Est-ce que tout cela est lié? Moi, je trouve que c'est non seulement lié, mais que ces constats sont très justes. Et donc, la question d'après, c'est que faisons-nous? Alors, si j'avais une boîte magique et des solutions, ça se saurait et je les aurais utilisées. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on regarde un certain nombre de dispositifs, et je vais vous donner un exemple. Il y a un dispositif qui n'est pas forcément très connu en métropole, qui est le service militaire adapté. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre tout le monde au service militaire, mais on a là une capacité non seulement à accueillir un certain nombre de jeunes, à les aider à se recadrer, à la fois sur le savoir-être, parce qu'un des grands sujets, vous le trouvez d'ailleurs quand vous discutez avec les entreprises qui embauchent un certain nombre de jeunes, qui vous disent le premier boulot, c'est déjà le savoir-être, avant même l'acquisition des compétences. Et donc on voit bien... C'est quoi le savoir-être ? C'est tout simplement de vous lever, de vous laver, de dire bonjour, d'être en capacité d'écouter, de vous exprimer correctement sans invectiver. Des choses de base qui, normalement, étaient typiquement du ressort de la famille, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas acquises par tout le monde. Ça entraîne 2 questions. Une question sur, encore une fois, la responsabilité parentale, je vais y revenir, et les aides qui pourraient être coupées, mais aussi, j'y reviens, ce fameux plan Borloo. Je rappelle les faits. Lorsqu'Emmanuel Macron est élu président, lors du premier mandat, il mandate Jean-Louis Borloo comme étant justement une des personnalités qui connaît le mieux la question de la politique de la ville, la question du développement des quartiers, et il lui demande de rassembler un certain nombre de maires, à l'appel du maire de Grigny notamment, pour mettre en place un plan banlieue. Et le jour de la présentation de ce plan banlieue, Jean-Louis Borloo est à l'Élysée, et devant Jean-Louis Borloo, Emmanuel Macron, d'une manière qui a été considérée à l'époque comme très méprisante, jette en quelque sorte ce plan aux oubliettes. Et à cette phrase, il dit « Ce n'est pas à nous, deux mâles blancs, de dire ce qu'il faut faire ». Résultat, il n'y a pas eu de plan banlieue. Ça a été abandonné. A posteriori, vous vous dites quand même, ça a manqué ? Incontestablement, ça a été un moment très difficile, on ne va pas se mentir, ça a été très compliqué.
Derrière, il y a eu un deuxième sujet que je vais ajouter, qui a été une situation compliquée pour l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui avait fini son premier programme, qui n'avait pas les financements du deuxième et qui s'est trouvé dans une situation où, il faut bien le reconnaître, la situation dont vous parlez est de 2018 et l'Agence nationale de rénovation urbaine de 2017 à 2021 a été sur une situation de faux plat qui n'a pas non plus aidé. Jean-Louis Borloo, dont on connaît la détermination, a continué puisqu'il a commis cet ouvrage qui s'appelle L'Alarme, qu'il a adressé au président de la République dans le contexte des élections présidentielle de 2022, avec là une vision extrêmement intéressante et plus large, puisqu'elle a à peu près 6 thématiques qui vont de la justice en passant par les quartiers, en passant par l'emploi, et qui est évidemment sur le changement climatique. Mais c'est resté lettre morte. Alors, c'est resté lettre morte. Il y a un certain nombre d'éléments, notamment de l'alarme, qui ont été repris depuis, puisqu'il ne vous a pas échappé que l'année dernière, Jean Castex, encore Premier ministre, s'est mobilisé avec l'ensemble du gouvernement sur la rénovation urbaine et on a permis de mettre en place ce fameux nouveau plan de rénovation urbaine qui concerne 453 quartiers et qui permet de continuer cette démarche, qui est un point important parce que quand on touche au logement... Mais quand on relit l'alarme, puisque vous y faites référence, qui est vraiment c'est une sorte de SOS que lançait Jean-Louis Borloo. C'est un vrai constat avec des vraies propositions. En disant quand on lève le capot de la voiture France, on se rend compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne et que tout s'est dégradé. Il parlait de la question des services publics, il parlait de la question des territoires et il parlait de la question des quartiers. Il disait ça couve, au fond, sous le capot, puisque je reprends sa métaphore. Quel gâchis quand même. Bien sûr qu'il y a un gâchis, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr qu'il y a des propositions extrêmement concrètes. Je prends un exemple très simple. Je revenais sur la formation il y a quelques minutes et je parlais du rôle des principaux de collège. Jean-Louis dit par exemple, il est extrêmement important que dans les quartiers, on ait une capacité à mettre en place un campus des métiers. Tout simplement parce qu'il y a à la fois l'attractivité, on l'a bien vu avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour laquelle nous mettons en place des heures d'insertion. Les heures d'insertion, c'est intéressant. Effectivement, mais pour autant, ça n'est pas parce que vous habitez dans un quartier que vous avez forcément envie d'aller dans le bâtiment. Et donc, il faut qu'on ouvre le champ des possibles de manière beaucoup plus importante. Si vous avez capacité à amener ces jeunes vers des formations concrètes, attractives, on est là dans une situation complètement différente parce qu'on commence à ouvrir les perspectives d'un futur, d'un emploi. Et puis, il faut aussi qu'on ait la lucidité et le courage de se dire, et Jean-Louis Borloo dans l'Alarme le met également en avant, il y a aussi tout l'aspect sécuritaire, qu'on le veuille ou non. Tant qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, en étant guetteur, vous gagnerez mieux votre vie qu'en allant travailler dans une activité normalement reconnue par la République, là aussi, vous avez un sujet de modèle, de code. Et ça, c'est une vraie difficulté des quartiers français aujourd'hui. Catherine Vautrin, est-ce qu'il faut supprimer les allocations, le RSA, les aides pour les parents des émeutiers de ces derniers jours? Alors déjà, je crois qu'il est important qu'on se pose 2 secondes sur les aides. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les aides. Prenons le temps. Et prenons le cas de la politique de la ville. On se redit très simplement les choses. Concrètement, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 5 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers dits politiques de la ville. Dans le budget de la nation, ça représente 500 millions d'euros pour prendre des chiffres à peu près ronds. Ça veut dire que concrètement, nous parlons de 8 euros par mois, par habitant. Donc, il faut peut-être qu'on arrête... Donc, il y a un fantasme autour de l'idée qui est agitée par certains politiques pour dire... un peu de raconter qu'il y a des monceaux d'argent public. Oui, il y a de l'argent public, mais d'un autre côté, on a un revenu médian dans ces quartiers de 13 000 euros par an. 13 000 euros par an. Tout à l'heure, je ne vais pas faire un catalogue de chiffres, j'ai donné une idée du nombre de familles solo, le taux de chômage est 2 fois plus important. Donc la question, c'est une question aussi de formation, d'accompagnement vers l'emploi, à un moment où on est en France quasi en situation de plein emploi, sauf justement dans ces quartiers, parce que alors, 2 sujets. Ça représente pas grand-chose. Je finis juste là-dessus, si vous me permettez, une seconde. Parce que là aussi, c'est un élément important de reconnaissance. C'est celui de l'accès au stage, de l'accès à comment je sors de mon quartier et comment, quand j'ai réussi, j'ai envie de rester dans le quartier. Parce que c'est une chaîne sans fin. Les gens qui réussissent s'en vont. Mais est-ce qu'on en doit punir les parents pour les actes des enfants? En tout cas, on doit avoir des parents
qui incontestablement s'occupent de leurs enfants. Et très concrètement, quand un parent est le parent d'enfants qui causent des troubles dans l'immeuble, on ne peut pas accepter que ce soit les autres habitants de l'immeuble qui déménagent parce qu'une famille pose le problème. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments, Catherine Vautrin, où vous vous dites quand même, j'ai failli être à Matignon, ça aurait été différent? Vous savez, on ne refait jamais l'histoire. Madame Borne est quelqu'un d'extrêmement courageux. Je pense qu'elle a accumulé un nombre de crises tout à fait important. Et aujourd'hui, ce qui est important, j'ai la chance d'être la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Une petite France à elle toute seule, à la fois urbaine et rurale. Et mon engagement aujourd'hui, il est aussi, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, d'apporter la part d'expérience qui peut être la mienne. Et si le président vous rappelle? Je n'ai jamais fait de politique fiction. Je ne vais pas commencer même avec vous. Catherine Vautrin, merci d'être venue ce matin. Vous êtes donc présidente, en effet, du Grand Reims et de l'ANRU, l'agence donc de rénovation urbaine. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.